Bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Voilà, donc je vais commencer cette première journée de Developer Week par une présentation sur les applications Cloud natif. Alors, ce que je vais vous présenter, je vais vous montrer, c'est une façon de créer ou de générer une application Cloud Native en quelques minutes en utilisant un programme open source qui s'appelle OCI Starter. C'est un programme open source qui est sponsorisé par Oracle DevRel, donc le groupe de Developer Relations de chez Oracle. Euh, L'agenda pour aujourd'hui, ce sera ceci. Donc, on va d'abord commencer par, enfin, je vais d'abord commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est OCI Starter, c'est quoi, pourquoi ça existe, ça répond à quel besoin. Et puis après, je continuerai par montrer comment ça marche. Donc, principalement, ce sera une démo où je vous montrerai OCI en général et aussi comment fonctionne OCI Starter. Je vais après, quand j'aurai créé une application et quand cette application fonctionnera, je vous montrerai aussi comment la modifier, donc comment utiliser en fait une vraie application que vous avez déjà pour la faire marcher en cloud natif. Là, je vous montrerai quand même pas mal d'exemples et je vous verrai qu'il y a énormément de technologies différentes qui sont utilisées dans Ocean Starter. Je n'aurai pas le temps de les expliquer toutes. Il y en a vraiment beaucoup. J'en choisirai deux que j'expliquerai un tout petit peu. Mais par contre, je référerai vers les sessions de mes collègues qui auront lieu après, donc pendant le reste de la semaine. Il y a pas mal d'autres sessions et des sessions qui iront beaucoup plus en détail sur certaines des parties que je vais utiliser. Donc voilà, je parlerai un peu des technologies. Et puis après, j'irai sur des exemples de cas plus compliqués et donc des exemples qui vous sauteront pas nécessairement aux yeux après avoir vu la première démo que je vais vous montrer de CI Starter. Voilà. En fait, donc par où commencer? Donc le vrai problème que OCI Starter essaye de résoudre, c'est en fait d'aider des gens, des clients à créer une application cloud native convenablement. Et en fait, ça vient un peu d'une frustration, c'est-à-dire ayant vu les années précédentes, souvent des clients qui essayent de créer une application cloud native de la meilleure façon possible. Et c'est toujours quelque chose de relativement difficile parce qu'en fait, créer une application cloud native demande beaucoup de types de connaissances différentes et les gens ne savent pas vraiment par où commencer. Parce que souvent, on se retrouve ou bien en face d'un développeur Java qui connaît, qui sait très bien comment développer du code Java, peut-être du code Spring Boot ou quoi, ou qu'est-ce comme framework Java. Mais quand il doit créer son application cloud native dans du cloud, et donc essayer de rendre cette application le plus cloud native, j'expliquerai ce que cloud native après, avec une base de données, il faut aussi installer la base de données, c'est pas nécessairement facile. Quand il va vouloir la faire tourner dans du cloud, il va se dire oui, mais peut-être ce serait mieux de la faire tourner dans un container et dans ce container, peut-être dans Kubernetes. Kubernetes, c'est pas nécessairement facile à faire et donc bon voilà, peut-être ça va prendre aussi un peu du temps. Et à un moment donné, il va se dire oui, mais Kubernetes finalement, j'aurais dû aussi le créer via Terraform, mais Terraform c'est aussi assez compliqué. Et finalement, les gens s'y perdent et ça leur prend de temps en temps énormément de temps avant d'arriver avoir une application cloud native qui répond en fait à leurs desiderata du début, que tout soit automatisé, que tout soit propre avec du code, etc. Et en fait, ils ont en anglais, ils ont une expression qui s'appelle yak shaving, donc ça veut dire tondre un yak. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on est un développeur Java qui veut créer une application Spring Boot. Et, en fait, il doit peut-être déjà cette application Spring Boot et la mettre dans le cloud. Et en fait, à la fin, on se retrouve à faire des tas de choses qu'on n'avait pas prévues au début. Et on a l'impression de passer son temps à finir par tondre un yak. Donc, c'est l'expression tout à fait anglaise de là-dessus. Donc, au début, on veut juste faire quelque chose de simple et on finit par faire des choses qui sont complètement en dehors de ce qu'on voulait faire au début. Et aussi, iStarter essaye de résoudre ça en vous aidant à arriver à un résultat en quelques minutes. Alors, hop, je vais bien passer à la slide suivante. Voilà. Donc, aussi iStarter, qu'est-ce que ça fait? C'est surtout un programme qui permet de générer
un exemple avec ce que vous voulez ou ce que vous avez besoin. Et cet exemple va contenir 5 parties. Et les 5 parties sont celles que l'on voit ici. Donc, premièrement, il va vous aider à générer du code infrastructure as code, c'est-à-dire principalement du Terraform, mais vous verrez, il y a d'autres choix, mais principalement du Terraform, pour créer tout ce que vous avez besoin pour créer une application cloud native. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, euh, ce qu'on veut, c'est du code, et ce code va créer, par exemple, une machine virtuelle ou un cluster Kubernetes, va aussi créer une base de données via du code. Et quand cette machine et cette database seront démarrées, il va installer dessus le programme que vous aurez. Le programme que vous aurez, ben, vous pouvez le déployer en fonction, et vous verrez, il y a plusieurs technologies. Ça peut être une virtual machine tout simplement, ça peut être un cluster Kubernetes, et l'application, donc quand elle sera déployée dans ou la VM ou la machine Kubernetes peut être écrite avec du Java, avec du Node.js, avec du .NET, avec du Go, avec un langage de programmation. Il aura aussi son interface utilisateur et peut-être, donc ça c'est optionnel comme un certain nombre d'autres options, ce programme va se connecter à une base de données, Oracle, Autonomous, Power Autonomous, MySQL, etc. Et donc, ce que fait vraiment OCI Starter, c'est générer un exemple qui contient tout ce que vous avez pour avoir une application cloud native en quelques minutes. Alors, donc, à quoi ça ressemble? Donc, vous allez sur le site web ocistarter.oraclecloud.be ou bien ocistarter.com et l'interface utilisateur ressemble à ceci. Et donc, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choix, choisir le mode et choisir le type de déploiement que vous avez envie. Et quel que soit le choix que vous fassiez, enfin, tous les choix sont possibles. Vous avez le choix entre deux possibilités, ou bien download zip, qui est en fait downloader le fichier zip qui va contenir ces 5 choses que je vous ai montrées juste le slide précédent. Ou bien vous avez une deuxième possibilité qui est d'utiliser le Cloud Shell. Et alors, donc, quand vous cliquez sur le bouton Cloud Shell, que va-t-il se passer? Il va vous donner une ligne de commande à copy-paster dans le Cloud Shell. Et cette ligne de commande, principalement, ce que ça va faire, c'est que ça va downloader un fichier zip, il va le dézipper, et puis la seule chose que vous aurez à faire, quelle que soit la combinaison que vous aurez choisie, c'est de lancer le fichier build.sh, et le build.sh va construire toute l'application du début à la fin, créer la VM, créer la DB, compiler tout ça et installer jusqu'à ce que ça marche. Alors maintenant, si vous devez faire un choix entre les deux, pour la démo, je vais utiliser Cloud Shell pour une bonne raison, c'est plus facile à installer. Download Zip, ça marche très bien, c'est peut-être la meilleure solution, mais n'oubliez pas que sur la machine sur laquelle vous allez devoir compiler, il doit avoir tous les outils pour cette compilation, par exemple Java si vous avez un programme Java, Node.js si vous avez un programme Node.js et compagnie. Et donc, il existe une machine virtuelle dans le cloud Oracle, donc une image qui s'appelle une développeur image qui contient tout ça. Mais bon, voilà, il faut l'installer, donc je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Je vais simplement utiliser le Cloud Shell que je vais vous montrer dans 2 minutes. Alors, je vous ai montré qu'il y avait un certain nombre de choix à faire, du type de déploiement, du type de langage, du type d'interface utilisateur, etc. Mais quel que soit le choix que vous fassiez, le résultat du programme va être le même. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le résultat du programme va être le même? C'est-à-dire que vous allez recevoir un programme qui fait ceci, toujours la même chose. Et toujours la même chose, ça veut dire une interface web qui tourne dans un browser. Donc ici, c'est une interface HTML statique qui tourne dans un serveur HTTP. Cette interface HTML va faire 2 appels REST donc vers un backend qui est écrit dans le langage que vous voulez. Et ces 2 interfaces REST vont faire 2 choses. Une première qui va aller récupérer des données dans la base de données. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, qui va renvoyer du JSON et qui est affiché ici sur format de table. Et puis, un deuxième appel REST qui est un appel REST vers une chaîne de caractères statiques qui va ici renvoyer Java Spring Boot, donc c'est-à-dire le langage dans lequel ce backend a été développé. Mais ça peut renvoyer n'importe quoi. Donc, chaque fois, une interface utilisateur et un backend qui renvoie, qui sait répondre à 2 appels REST.
OK. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Alors, une deuxième façon de voir les choses, c'est au niveau architecture. Donc, ici, je prends l'exemple le plus facile. Donc, bah, qu'est-ce que OCI Starter va faire? Donc, au début, donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais dans OCI Starter, je donne un fichier zip qui contient tous ces directories, je lance la commande build, et la commande build va créer tout ceci dans le cloud. Donc, va créer des VM, va créer des bases de données, etc. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord créer un réseau avec un réseau public, donc avec accès vers Internet, un réseau privé. Dans ce réseau public, il va créer deux VM, un bastion et une virtual machine. Le bastion sert principalement à créer des données dans la base de données pendant le démarrage. Il va créer aussi la base de données que vous aurez choisie, donc un de ces choix-là. Et puis aussi, donc après avoir créé, donc, que Terraform ait lancé tout ça, il va aussi créer votre programme, créer l'interface utilisateur et copier tout ça dans la virtual machine, démarrer et le programme sera complètement fonctionnel. Donc ça, c'est l'architecture de ce qui va être créé après avoir lancé le build. Et voilà. Donc c'est tout ce que OCI Starter fait, mais vous verrez, c'est déjà pas mal. Donc je vais passer vers une démo. Maxime, si tu pouvais me confirmer dans 10 secondes que tu vois ce que j'ai sur mon écran. Vois-tu quelque chose? Là, pour l'instant, je vois encore ton PowerPoint. Et est-ce que tu vois mon browser pour l'instant? Non, Ah, ok. faut que tu changes d'écran. Attends, je vais faire stop share. New share. Ouais, alors je vais essayer de trouver une grosse info. Voilà, voilà, ouais, peut-être un peu. Alors, ici, tu vois mon browser? Ça devrait Là, marcher c'est cette bon, fois-ci. ça a changé d'écran, c'est bon. Ok, parfait. Merci Maxime. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? En fait, je vais commencer par une chose simple, et c'est pas du tout ce que je vais vous montrer dans la démo. Mais donc pour ceux qui n'ont jamais vu le Cloud Oracle, donc en fait, quand vous loguez dans le Cloud Oracle, vous rentrez dans cette interface utilisateur-ci. Et qui est en fait la home page pour aller vers tous les services. Au-dessus, vous avez un menu qui contient les différentes choses que vous pouvez créer, des machines virtuelles et des services pour les développeurs. Je vais en utiliser pas mal tout à l'heure dans la démo. Bon, mais je ne vais pas passer via les menus. Une chose intéressante à savoir, c'est qu'en fait, si vous voulez commencer, en fait, cette interface utilisateur a des boutons et quand vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez simplement cliquer souvent sur un bouton créer qui vous permet de créer quelque chose relativement facilement. Ici, un cluster Kubernetes, vous répondez à quelques questions et ce cluster Kubernetes va être créé. Donc ça, c'est une interface pour quand vous commencez à utiliser le cloud et même quand vous êtes assez évolué dans le cloud. Mais une autre façon, la façon d'être plus cloud natif, c'est de faire tout via de l'infrastructure as code. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, je vais rentrer ici dans les Developer Tools et je vais lancer le code editor, donc, qui est une façon d'avoir un petit éditeur dans le cloud Oracle et aussi un prompt. Donc voilà, pendant que cet éditeur démarre, je vais aller dans OCI Starter. Donc voici, donc OCI Starter, c'est cette interface-ci. Pour l'instant, je suis dans le mode normal, donc j'ai un certain nombre d'options, ni trop ni trop peu, euh, et, euh, et j'ai un certain nombre de choix pour le type de programme que je veux générer. Donc en fait, ce que je peux faire, ce que vous pouvez faire quand vous avez besoin d'un programme, vous pouvez choisir le type de déploiement que vous avez besoin pour votre application cloud native. Donc, vous pouvez choisir de déployer un programme qui va être tout créé via Terraform, etc., qui va tourner sur une machine virtuelle, ou bien qui va tourner sur Kubernetes, ou bien d'autres choses. Vous pouvez choisir une interface utilisateur ou pas d'interface utilisateur. Vous pouvez choisir un langage de programmation qui va tourner qui va être votre programme cloud natif. Par exemple, pour Java,
il y a un choix entre différents frameworks. Donc, pourquoi différents frameworks? Java est un langage de programmation qui ne contient pas de serveur HTTP à la base. Et donc, pour avoir un serveur HTTP, on utilise un framework dans Java. Il y en a beaucoup. Voilà, j'irai peut-être plus en détail là-dessus tout à l'heure. Mais ici, je vais choisir Spring Boot pour commencer. Donc, c'est Spring Boot 3.0, la dernière version, et aussi une base de données. Donc, en fait, je peux faire toutes les combinaisons qui sont ici. Ça va aussi marcher. Je pourrais faire download zip et il downloaderait un fichier zip avec tout ça. C'est pas ce que je vais faire. Pour ma démo, je vais cliquer sur Cloud Shell. Alors, un autre et le seul paramètre en fait qu'il y a dans cet écran, c'est le nom de l'application que vous allez créer. Donc, en fait, ici, il va s'appeler Starter par défaut. Normalement, c'est plutôt le nom de votre projet. Voilà. Et donc, si je clique sur Cloud Shell, je vais recevoir une URL, enfin, non, une ligne de commande qui va me permettre de downloader un fichier zip et de regarder ce qu'il va y avoir dedans. Donc voilà. Et puis après, j'aurai un certain nombre de choses à faire. Si je clique ici sur copie et je retourne ici dans mon Cloud Shell, voilà, j'ai ceci. Donc ici, pour l'instant, j'ai une interface qui est complètement vide avec aucun projet. Et je vais simplement copie-paster la commande. Donc, ce qu'il vient de faire juste maintenant, c'est qu'en fait, il vient de downloader le fichier zip. Il a des IP. Et puis, après l'avoir des IP, il contient ce qu'on a demandé, donc une application Spring Boot. Et puis, il va montrer un fichier readme.md avec ce qu'il faut faire. Pendant que je vais vous montrer ce que ce fichier contient, je vais déjà lancer le build qui va créer tout ça. Donc, vous voyez, la première chose que le build va faire, c'est qu'il a créé un fichier SSH pour se connecter à la virtual machine qu'on a choisi de créer. Et donc, et puis il va faire un certain nombre de choses. Ici, vous voyez, il commence par Terraform avec le réseau, etc. Et puis la création de la base de données Autonomous, des instances, etc. Donc, il est en train de commencer à créer. Et pendant qu'il est en train de faire ça, je vais vous montrer les différents fichiers qui sont intéressants et à regarder dans CI Starter. Donc, les commandes. Donc, dans le fichier readme.md, j'ai les commandes. Les commandes principales, donc le build.sh que je viens de lancer maintenant, donc celui qui est ici. Et qu'est-ce que ce build.sh va faire? Il va surtout lancer Terraform et donc créer une machine virtuelle, créer une database et tout ça. Il va lancer tout et construire tout jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça marche. Il y a dans le sens opposé la commande destroy qui, elle, va détruire tout ce qui a été créé, mais ça veut dire aussi détruire la machine virtuelle et détruire la base de données. Il faut toujours faire ça prudemment parce qu'évidemment, la base de données aura disparu après. Il y a un fichier d'environnement, env.sh, qui contient les settings que vous avez choisis dans le wizard de CI Starter pour générer le projet. Et puis, il existe il y a le directory source qui contient les fameux 5 sous-directories, les 5 choses dont je vous parlais tout à l'heure. Pour l'application, l'interface utilisateur, UI, User Interface, la base de données, les fichiers Terraform, et on a choisi de déployer sur une virtual machine, donc un directory compute. Et donc, un lien vers l'aide, si vous vous souvenez plus de comment ça marche ou s'il y a un détail qui vous chipote. Et après, les choses suivantes à faire. Donc, les choses suivantes à faire qu'il propose, c'est d'aller dans le fichier env.sh et d'aller y modifier la variable database password qui est par défaut toFill. Alors, il est assez malin. Ici, en fait, j'ai lancé build.sh. Il est assez malin pour savoir que si je laisse toFill, il peut générer un password automatiquement. C'est ce qu'il a fait. Donc, il est en train de créer la virtual machine et la database avec un password généré automatiquement avec les bonnes majuscules, les bonnes minuscules, les bons chiffres, les bons caractères spéciaux, etc. Et puis après, quand ça c'est fait, il faut lancer simplement la commande build. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Les étapes qui sont ici, c'est toujours les mêmes, quel que soit le choix qu'on ait fait. Donc, quel que soit le choix qu'on ait fait, Kubernetes, des functions, c'est toujours la même chose. Et donc, le fichier env.sh, il contient les settings que vous avez choisis, mais principalement celles-ci qui sont importantes et que je vous conseille de regarder après avoir
créer un programme, générer un programme d'exemple avec OCI Starter, c'est-à-dire l'endroit où les machines et la database vont être générées. Donc, si vous avez déjà utilisé le cloud Oracle, vous savez qu'il existe des compartiments, mais pour ceux qui ne le savent pas, en fait, dans un cloud, dans le cloud Oracle, vous avez un tenant. Donc, c'est toute votre installation qui contient toutes les VM et toutes les bases données, mais vous pouvez le couper en plusieurs parties. Et ces parties, ça s'appelle des compartiments dans lesquels on peut mettre n'importe quoi, des VM, des bases données, des réseaux, quoi que ce soit. Et dans ce compartiment appartient souvent à quelqu'un ou à un département. Et donc, ce département est souvent responsable des coûts pour les choses qui tournent dans son propre compartiment. Souvent, un administrateur vous donne votre propre compartiment dans lequel vous pouvez chipoter et vous avez les droits pour créer ce que vous avez besoin. Donc, ici, par défaut, CI Starter, pour ne pas créer des choses n'importe où, va créer un compartiment qui s'appelle OCI Starter. Il va mettre les choses dedans pour que ça ne se perde pas. Mais donc, idéalement, la première chose est de mettre le CID, donc c'est-à-dire l'identifiant unique de votre compartiment ici avant de construire le programme. Alors, si vous utilisez un programme qui utilise des licences, vous devez choisir aussi si vous utilisez Bring Your Own License, c'est-à-dire une licence que vous possédez déjà, ou bien une licence qui est inclue, par exemple pour la base de données Oracle, c'est un exemple. Et alors, si vous avez le password, si vous ne le remplissez pas, il va être généré automatiquement. Mais bon, si vous avez un password que vous voulez utiliser, c'est là. Donc ça, c'est le fichier env.sh. Donc c'est vraiment la première chose à modifier. Et alors, donc la deuxième chose pour laquelle le CI Starter est fait pour être modifié, donc vous avez un exemple, cet exemple est complètement modifiable. S'il ne marche plus, ben, vous recommencez de zéro. Enfin, le but est d'avoir quelque chose qui marche, que vous pouvez modifier. Donc, dans ce directory source contient toutes les choses qui sont faites pour être modifiées, mais principalement pour commencer Terraform. Alors, pourquoi pour commencer Terraform? Parce que c'est la première chose que le script va faire. En fait, il va voir donc dans les choix qu'on a fait, ben, qu'est-ce qu'on a demandé de créer. Donc, on a demandé de créer une base de données Autonomous, on a demandé de créer une virtual machine, on a demandé de créer un réseau. Il y a toujours un réseau, donc il va toujours créer un réseau. Et donc, par exemple, pour la base de données Autonomous, ici, on a un exemple tout fait, complètement fonctionnel, avec tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc, pour créer, par exemple, une base de données Autonomous, c'est juste ceci. Donc, c'est un script qui est relativement petit. C'est toujours le même. Si vous ne connaissez pas Terraform, Terraform, en gros, comment ça marche? On déclare les choses dont on a besoin. Donc, on dit, par exemple, ici, j'ai besoin d'une base de données Autonomous. Et Terraform va se débrouiller pour créer tout ce que vous avez demandé dans le bon ordre le plus rapidement possible. Donc, s'il y a des dépendances, par exemple, la VM a besoin de la base de données Autonomous d'abord, et la VM aussi a besoin d'un réseau. Ben, d'abord, il va créer le réseau avant de créer tout le reste. Et puis, il va créer les choses en fonction. Donc, ici, on a un exemple pour créer une base de données avec Terraform et qui contient les paramètres nécessaires. Le password que vous avez vu dans le fichier env.sh, le compartiment, on l'a vu tout à l'heure, le nombre de corps que la base de données va avoir besoin, 1, le nombre le nombre de stockage, le nom que cette base de données aura, donc le préfixe qu'on avait vu tout à l'heure dans l'interface de CI Starter, donc c'était Starter, le seul paramètre qu'il y avait, ATP, et puis voilà, la licence dont on a vu tout à l'heure, et aussi par exemple le réseau dans lequel cette base de données va tourner. Elle va tourner dans un réseau privé qui est complètement inaccessible d'Internet. Et alors, il y a aussi des paramètres, par exemple ici, des tags. C'est aussi quelque chose qui est très important, enfin, que beaucoup de clients recherchent quand ils utilisent du cloud natif, c'est d'avoir par défaut des tags qu'on associe à toutes les ressources que l'on va créer pour, par exemple, dire cette base de données appartient au département, par exemple, finance, et c'est le département finance qui est responsable des coûts de cette base de données. Donc, question de pouvoir répartir les coûts entre les différents départements dans votre société, et donc des tags qui vont être associés à toutes
à tous les composants et à toutes les ressources créées ici via Terraform. Donc, c'est une façon d'être sûr que les tags sont là. Il y a d'autres façons d'être sûr avec des règles à l'intérieur de votre tenant CI, mais je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Donc, la base de données autonome va être créée via Terraform. Alors, même chose pour le compute, c'est-à-dire la machine virtuelle. Donc, la virtual machine va être créée aussi dans un endroit bien particulier, donc qu'on a choisi. Le nom, ce sera le préfixe avec l'instance. Aussi, il va y avoir, cette machine va avoir un shape. Donc, un shape, c'est quel type de machine va tourner dans le cloud. Est-ce que c'est une machine AMD? Est-ce que c'est une machine Intel? Est-ce que c'est un processeur ARM? Et alors aussi, quelle quantité de CPU cette machine va avoir. Donc, est-ce que c'est un CPU, deux CPU, trois CPU, etc. La quantité de RAM, etc. La quantité de disque dur qui est plus bas. Et aussi le réseau dans lequel cette machine virtuelle va fonctionner, c'est-à-dire ici le réseau public. Alors, comme je vous ai dit, ce fichier est fait pour être modifié. Si vous voulez que tout soit dans un réseau privé, vous remplacez public par private et ça va très bien marcher aussi. Alors, je ne vais pas vous montrer le bastion, c'est identiquement la même chose que le compute. Et pour le réseau, donc est en fait le dernier fichier qui contient quelque chose en fait dans toute cette liste de fichiers, c'est la création du réseau. Donc ici, il va créer un nouveau réseau. Vous verrez tout à l'heure, il y a moyen de créer un réseau, d'utiliser un réseau existant. Dans ce réseau, en fait, par défaut, il va créer un Internet Gateway, c'est-à-dire le fait qu'on peut se connecter d'Internet vers la machine qui se trouve dans le réseau public, une table de routage et le fameux réseau public et le fameux réseau privé, etc., qui ont chacun leur range d'adresse IP. Donc voilà, donc il aura créé tout ça via Terraform. Et donc quand Terraform aura tourné et qu'il aura créé toute l'infrastructure nécessaire, les choses qu'il va faire après, c'est créer l'application et la compiler. Donc l'application, dans ce cas-ci, on a choisi une application de type Spring Boot. C'est Spring Boot 3.0. Si vous avez déjà écrit une application Spring Boot 3.0, l'application qui se trouve ici, c'est une application 100% normale. Elle n'a rien de particulier. Si vous copy-pastez votre application qui existe déjà ici à l'intérieur du directory, ça va compiler, ça marchera parfaitement. Donc, il n'y a rien de particulier dans cette application ici, rien du tout. Donc, il y a un fichier pom.xml qui est le fichier principal qui est créé quand vous avez une application Spring Boot. Donc, normalement, pom.xml, c'est utilisé via Maven, donc c'est l'outil de compilation en Java. La seule chose qui a été rajoutée dedans, c'est le driver JDBC Oracle, vu que cette application Spring Boot va se connecter à une application, à une base de données Oracle. Donc, ici, rien de particulier, un fichier POM tout à fait classique. Et de façon similaire, il y a un directory source, comme dans toute application, comme tout directory Spring Boot. Et ce directory source contient le source code de l'application. Et comme je vous disais, vous pouvez mettre votre propre application à cet endroit-là. L'application contient en fait 4 fichiers Java, mais on a en fait un seul qui contient du code. En fait, c'est celui-ci. C'est le démo controller.java. Donc un contrôleur, c'est quelque chose dans Spring Boot qui répond à des appels REST. Et comme je vous disais tout au début, quel que soit le choix que vous fassiez, vous allez vous retrouver avec un programme qui répond à deux URL REST. Une première URL REST qui va se connecter à la base de données et qui va récupérer les données de depth. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Scott Tiger dans Oracle, donc la fameuse table depth. Il va récupérer les données de cette table depth et il va renvoyer le résultat en JSON. Donc pour ça, d'abord, il va se connecter à une connection pool Oracle, il va lancer selectr from depth, il va fermer la connexion, voilà. Et puis il renverra le résultat en JSON. Alors il y aura il y a une deuxième interface REST qui est une interface REST pour aller vers info qui, lui, va renvoyer une chaîne de caractères statique et donc du text plain. Donc voilà, c'est tout. C'est une application Spring Boot que le programme va compiler. Voilà. Donc, comme je disais, rien de spécial pour cette application Spring Boot. Alors, il y a aussi une interface utilisateur. Donc, on a choisi de créer une interface utilisateur HTML statique. En fait, ici, cette interface contient juste un fichier index.html et
un petit fichier JavaScript, un tout petit fichier Cascaded Style Sheet. Si vous connaissez de l'HTML, c'est une toute petite page HTML qui fait une centaine de lignes, qui contient à peu près rien du tout. Et donc, cette page HTML va faire les deux appels REST vers l'application. Dans notre cas, cette application Spring Boot. Et ce que le programme va faire, c'est qu'il va copier ce source code HTML vers la virtual machine qui va faire tourner, dans ce cas-ci, pour cette architecture-ci, avec Nginx. Donc, c'est pas Apache, c'est Nginx. Non, et donc, voilà, avoir un serveur HTTP statique. Voilà, donc ici, il n'y a rien d'autre en fait. Pour la base de données, c'est la même chose. La seule chose que le fichier base de données contient, c'est un fichier oracle.sql qui contient la création de la table et où il insère 4 records dans cette table. C'est tout. Donc, voilà, donc à la création, il va aussi créer les données dans la base de données. Et puis, la dernière chose, il y a le directory compute. Donc, il va lancer Terraform, il va compiler l'application, et puis il va tout installer dans la virtual machine. Et le petit script, en fait, ici, Compute Bootstrap, va être lancé qu'une seule fois à la création de la VM pour, en fait, installer l'application, la démarrer, installer l'interface utilisateur, la démarrer, et puis être sûr que tout fonctionne. Donc, pendant ce temps-là, l'application a été construite. Et voilà, donc c'est fini ici. Et ce qu'on retrouve, c'est en fait une URL qui va vers l'interface utilisateur et aussi les deux services REST qui sont là. Donc, donc vous avez vu, j'ai juste lancé build et j'ai eu quelque chose qui marchait. Si je vais vers l'application, en fait, je vois l'application qui me renvoie mes deux services REST. Donc, mon service REST statique et le résultat qui vient de la base de données Oracle et qui est renvoyé via mon application Java Spring Boot. Voilà. Tout au début, il y a un léger temps d'attente pour créer le connection pool, mais bon, c'est dû à la façon dont mon application a été écrite. Donc voilà, donc on a une application qui marche. C'est bien, hein, mais en fait, dans la réalité, c'est pas, on n'a pas juste besoin de faire tourner un exemple. Donc en fait, on a souvent un vrai besoin, que ce soit un besoin dans votre entreprise ou un besoin pour vous en tant qu'utilisateur privé, faire tourner le site web du club de foot de votre enfant ou quoi au caisse, ou faire tourner une application de votre entreprise. Donc en fait, il y a un vrai besoin. Ce vrai besoin, il peut être de deux types différents. Ou bien vous avez une application déjà existante que vous voulez faire passer en cloud natif et avoir toutes les choses qu'il faut faire pour la faire passer en cloud natif. Et alors, vous utilisez, une des façons, c'est d'utiliser OCI Starter pour avoir toutes les choses qui vous manquent. Si par exemple, vous avez une application Spring Boot, vous utilisez tout le reste d'OCI Starter et vous mettez votre application Spring Boot dans OCI Starter. Et donc, vous avez toutes les choses qui sont autour, qui auront été faites pour vous. Une autre façon, c'est peut-être démarrer de l'exemple et de le modifier. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, en fait, si je vais simplement dans le démo contrôleur qui est ici, en fait, ce que je peux faire, c'est modifier la chaîne de caractères que le programme va renvoyer. Donc, je sauve ça. Et donc, voilà, j'ai modifié mon programme ici. Et ce que je peux faire, tout simplement, c'est relancer le build. Donc, en fait, si je relance le build, ce qu'il va faire, c'est qu'il va relancer toutes les étapes que j'ai fait tout à l'heure. Je ne suis pas nécessairement obligé de relancer le build de tout. Il y a moyen de relancer le build de chacun des directories indépendamment. Mais bon, voilà, ici, pour la démo, je vais simplement faire ça. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, la première chose, il avait déjà une clé SSH. Donc, il va réutiliser la clé SSH qu'il avait déjà. Il va relancer Terraform. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans Terraform? En fait, il va se rendre compte que la virtual machine existe déjà. Elle existe déjà dans son fichier d'état. Elle existe aussi déjà réellement dans le cloud OCI. Et donc, il va se rendre compte que ça existe. Donc, il ne va rien faire de particulier. Il va juste la réutiliser. Après ça, il va essayer de voir que si la base de données, les records sont toujours là.
Donc, il va voir que ces records sont toujours là. Ici, il vient juste de recompiler l'application Spring. Donc, l'application Spring a été recompilée. Et puis après, il va redéployer cette application Spring dans la virtual machine. Et ici, ce que vous voyez, c'est qu'il recopie les nouveaux fichiers compilés vers la VM. Il va aussi redéployer l'interface utilisateur sur le serveur Nginx et redémarrer tout ça. Et donc, vu qu'on avait déjà une VM qui existait, en fait, on retombe simplement sur la même adresse et sur la même virtual machine et la même database qu'on avait tout à l'heure. Et donc, si je fais un refresh, ici, j'ai Developer Week, on a toujours ma connection pool qui est en train de se créer. Et voilà, et donc maintenant, quand ma connection pool marche bien, le temps de réponse est très, très petit. Donc voilà. Donc ici, je vous ai montré deux choses. Donc, comment démarrer une application à partir de rien et comment la modifier. Donc, avant de continuer, je vais retourner dans les slides. J'espère que... est-ce que tu vois les slides, Maxime, si ton micro Oui, va? c'est parfait. On voit bien C'est les parfait. slides. OK, nickel. Donc, juste deux slides pour récapituler ce que je viens de faire. Donc, c'est une première façon de voir les choses, c'est que l'application OCI Starter a permis de générer un exemple qui contient deux choses que je vous conseille de modifier avant de modifier le reste. Rien ne vous empêche de modifier tout le reste, mais les directories qui sont faits pour être modifiés sont le directory source qui contient les fameuses 5 choses de tout à l'heure. Donc je vous ai déjà cité plusieurs fois la liste, et le fichier env.sh qui contient les variables d'environnement, par exemple le password, par exemple le compartiment. Et puis, il y a le fichier build, qui est en fait la seule chose que vous avez à faire pour créer cette application CI Starter. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Et donc ici, nous avons un programme qui est complètement infrastructure as code, complètement cloud native, qui va créer des tags qui peuvent être complètement intégrés dans un système cloud native. Et alors, ce que veulent les gens, surtout quand ils veulent du cloud native, pourquoi ça? Parce qu'en fait, ici, on se retrouve avec du code qui contient tout, donc la création de l'infrastructure, la création du programme, qui est en soi une espèce de documentation sur tout ce qui a été utilisé dans votre application, qui peut être réutilisé par les autres après. Donc, on sait bien ce qui a été créé. On peut aussi là-dessus créer un certain nombre de règles pour être sûr que tout le monde suit bien les règles dans votre entreprise et donc tout le monde suit bien ces choses cloud native. Je vous ai aussi expliqué qu'il y avait des tags. Donc, avec ces tags, on va pouvoir redonner le coup aux différents départements qui sont dans votre entreprise et on va pouvoir, disons, gérer votre entreprise de façon plus automatique et plus flexible. Et donc voilà, ici nous sommes dans un système complètement cloud natif. Et une deuxième façon de voir les choses, c'est que en fait, on a eu du code qui a généré, qui contient ces fameuses 5 étapes et qui va générer l'architecture que je vous ai montré tout à l'heure. Mais voilà, je retourne dessus pour être sûr et je vous montrerai qu'il y en a des tas d'autres architectures tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a lancé le code pour l'infrastructure as code qui va créer le réseau public, le réseau privé. Après, il va créer aussi pendant ce Terraform infrastructure as code les deux machines virtuelles, donc la virtual machine et le bastion, la database aussi. Et quand tout ça aura été bien créé, il va d'abord créer la table dans la base de données via le bastion, insérer les records dans la base de données, puis il va compiler l'interface utilisateur. Donc ici, il n'y avait rien à faire, c'était une interface utilisateur HTML statique, donc qui peut être dans différents langages. Il va aussi compiler l'application backend si elle doit être compilée, donc via les différents langages. Et puis, quand tout ceci aura été bien fait, il va utiliser le script de déploiement pour déployer l'interface utilisateur et le backend dans la virtual machine. Donc, il aura fait tout ça et on a une application qui fonctionne. OK, donc ici, ce que je vous ai montré, c'était une application dans une VM. Et bon, voilà, ça a bien marché. Comme je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a pas que des VM avec OCI Starter. Vous avez la possibilité de faire aussi énormément d'autres choses. Donc, commençons par un exemple, continuons par un exemple un peu plus marrant. Donc, en fait,
ce qu'on ce qu'on peut utiliser, c'est, on pourrait très bien utiliser Kubernetes et donc avoir mon fichier Terraform qui va créer un cluster Kubernetes dans lequel je vais déployer des containers et donc des pods. Et cette application, ben, on peut dire, elle va tourner en Python et puis elle va se connecter à une base de données MySQL. Et donc, ici, si je clique Cloud Shell, il va aussi me créer la commande curl, je vais aussi lancer build et j'aurai aussi une application 100% fonctionnelle comme j'ai eu tout à l'heure. Juste un tout petit peu, une petite différence, c'est Kubernetes. Donc, la première fois que vous allez, bon, pour votre premier pod ou votre premier container, il va devoir créer Kubernetes. Ça prend entre 6 et 7 minutes pour créer Kubernetes. Donc, je ne vais pas le lancer ici. Je l'ai déjà fait avant. Mais bon, voilà, c'est identiquement la même chose. Donc, voilà, je peux lancer Cloud Shell et avoir une application Python MySQL. Et c'est tout, donc ça va marcher. Donc, ici, ce que j'ai dans mon browser, j'ai déjà ouvert un certain nombre de tabs qui vers des containers et des pods qui tournent dans mon application Kubernetes, enfin dans mon cluster Kubernetes. Donc ici, par exemple, j'ai une application Java qui tourne avec le framework Elidon. Elidon, c'est un framework microprofile dans Java. Donc c'est une spécification pour les serveurs HTTP dans Java. Donc Elidon qui utilise OpenJDK, qui se connecte vers une base de données Autonomous et qui a une interface web HTML. Ici, j'ai une application Spring Boot qui utilise GraalVM. Donc, GraalVM est un autre type de Java Virtual Machine. Je vous montrerai ça dans les options avancées tout à l'heure. Ici, la même chose avec Spring Boot qui fonctionne avec GraalVM natif. Je vous montrerai aussi ça tout à l'heure. Donc ici, ben, encore un exemple. Et comme vous voyez, ce que je vais vous montrer par là, c'est que quel que soit le langage que vous choisissez, quel que soit le truc, bon, on a une application qui fait la même chose. Ici, c'est Node.js et Autonomous. Ici, c'est Node.js et MySQL. Ici, c'est Python et Autonomous. Ici, c'est Python et MySQL. Ici, c'est .NET, etc., etc. Ici, c'est ORDS. ORDS qui est assez intéressant parce qu'en fait, ici, on se retrouve avec 100 services REST. Le service REST tourne directement dans la base de données. Donc, ORD, c'est une façon de faire tourner des services REST directement dans la DB, etc., etc. Ici, donc, ce que j'ai, c'est... Donc, je suis dans le cluster Kubernetes. J'ai un seul cluster Kubernetes avec tous ces exemples qui tournent dedans. C'est juste une partie des exemples qui sont générables via CI Starter dans Kubernetes. Donc, vous voyez, j'ai déjà pas mal d'exemples. Il y a moyen d'en avoir encore plus. Donc, et donc j'ai tous ces exemples. Comme je disais tout à l'heure, je vais par exemple prendre Python MySQL. Donc, je vais aller dans Python MySQL. Et donc ici, j'ai un exemple créé par OCI Starter qui contient la même chose que ce que j'avais tout à l'heure. Donc, j'ai un directory bin avec, non, directory bin avec les exécutables qui ne vous intéressent pas, mais surtout un directory source avec toutes les sources, et puis les fameux fichiers build, destroy et env.sh. Alors, si je vais dans le directory source, donc ici, on parle de container et je vais dans le directory apt avec l'application. J'ai un fichier Dockerfile qui contient la création de la machine Docker, enfin, du container via Docker. Donc, si je fais cat de Dockerfile, j'ai le tout petit fichier Docker qui me permet de créer mon application Python. Donc, en fait, ben, on démarre d'un container Docker existant, le container Docker par défaut. Et puis quelques petites commandes qui finalement vont copier le fichier source dans le container et mon container va tourner. Donc voilà, si j'ai dans directory source, j'ai mon application Python qui est dedans. Okay, donc, je descends plus bas. Alors, première chose à faire quand vous êtes dans une application créée via OCI Starter, si vous voulez mettre les variables d'environnement pour tout ce que pour l'environnement que OCI Starter a utilisé, vous lancez la commande env.sh, donc le fameux fichier que vous avez modifié, et automatiquement, il va trouver l'interface utilisateur, le CID, le tenant, etc. etc. OK, donc ce que j'ai ici, c'est je suis j'ai une bonne variable d'environnement et je vais lancer, par exemple, kubectl getpods, et si je lance ça, normalement, je suis avec le bon fichier kubeconfig qui me connecte à mon container, à mon cluster Kubernetes. Et donc, dans mon cluster Kubernetes, j'ai deux
pods qui sont en train de tourner, donc un pod pour l'application et un pod pour l'interface utilisateur. Donc, dans l'interface utilisateur, c'est un pod qui contient Nginx. Et dans mon application, c'est dans ce cas-ci Python. Donc, si vous connaissez Kubernetes, en fait, il y a la commande kubectl exec euh, interactif, je pense. Et alors, on donne le nom du pod. Je suis dans le namespace par défaut, donc je n'ai pas besoin de donner la namespace. Et puis, je dis la commande que je voudrais bien exécuter dans mon pod. Et quand je fais ça, je me retrouve avec un prompt voilà, qui est démarré à l'intérieur de mon pod Python MySQL. Et si je regarde dedans, ben, j'ai bien les fichiers qui ont été créés via OCI Starter dans mon pod, avec le fameux fichier rest.python. Si je fais ps-ef grep Python, voilà, ben on voit que mon programme Python fonctionne dans mon container Docker. Si je fais exit, ben voilà, je vais retourner dans mon prompt. Ce que je peux faire, c'est bin done pour voir. C'est un utilitaire pour voir l'URL qui a été généré pour mon programme Docker, pour mon container. Et donc, si je prends cette URL et je vais dans mon browser, ben, en fait, j'ai mon programme Python qui marche bien et qui fonctionne dans Kubernetes. Ça n'a pas été, et c'est pas plus difficile d'utiliser OCI Starter pour générer ceci qui est dans Python, qui est dans Docker avec tous les bons containers, que d'utiliser une virtual machine comme j'ai montré au début et de créer des groupes. Alors, je vais vous montrer dans les quelques minutes qui me restent des options plus évoluées d'OCI Starter. Donc, d'abord, si vous n'avez jamais fait de programme Cloud Native et vous ne connaissez pas Kubernetes, je dis toujours Kubernetes, c'est du black magic. Donc, c'est quelque chose de pas nécessairement, c'est très bien, mais c'est quand même complexe à apprendre. C'est pas compliqué, c'est complexe, il y a beaucoup de choses à connaître. Si vous ne connaissez pas Kubernetes, vous lancez pas là-dedans au début. Utiliser une machine virtuelle, c'est beaucoup plus facile et vous utiliserez Kubernetes après et la virtual machine marchera aussi bien. Donc, si vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez aller dans le mode beginner, et là, par défaut, c'est une machine virtuelle. Et alors, dans le mode beginner, il y a aussi le choix de la computer shape. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement obligé d'utiliser une machine avec un processeur par défaut et donc de modifier le fichier Terraform. Vous pouvez choisir soit une machine avec AMD, soit une machine Ampère, donc ARM Ampère, ou une machine FreeTier. Et donc, il va vous générer un programme qui fonctionne dans les machines qui sont gratuites dans le cloud OCI, donc dans le fameux FreeTier, et aussi des FreeTier qui sont indéfinis dans le temps. Donc, quand vous recevez un FreeTier, vous recevez deux CPU AMD avec 1 Go de RAM, indéfinis dans le temps, donc qui ne sont pas valables qu'un mois comme une partie des autres crédits. Donc de machines AMD et aussi un certain nombre de CPU ARM Ampère dans lequel vous pouvez faire tourner tout ça. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant, ça c'est rigolo si vous vous intéressez aux ampères et aux FreeTier Oracle pour, comme je disais tout à l'heure, faire tourner le site web du club de foot de votre enfant. Alors, donc il y a une version aussi Advanced. La version Advanced permet de faire des choses un peu plus compliquées. Alors, je vais vous montrer ici quelque chose, question par rapport à la documentation. Donc, vous voyez ici, je suis dans Compute. Si je clique sur Kubernetes, il change ma documentation, il change mon architecture qui est ici. Donc, quel que soit le choix, je sais cliquer ici pour avoir accès à la doc. Alors, à partir du moment où je choisis Kubernetes, dans le mode Advanced, ce que je peux choisir, c'est d'utiliser un réseau existant, créé par OCI Starter ou pas par OCI Starter, il va se débrouiller, utiliser un cluster Kubernetes existant, parce qu'en fait, ce que vous voulez faire, ben, souvent, si vous avez un premier programme Cloud Native, le premier va créer Kubernetes, mais le deuxième, il va réutiliser le cluster Kubernetes existant. Et c'est la même chose pour la base de données. Donc, la première base de données peut-être sera une base de données Oracle, mais la deuxième peut-être sera simplement un PDB. Ou bien sera peut-être la même base de données Oracle que vous avez eu au début. Et c'est la même chose pour tout. Donc, on peut réutiliser une base de données MySQL, on peut réutiliser une base de données Autonomous, etc. On n'est pas obligé d'avoir une interface utilisateur, pas obligé d'avoir une base de données. Et alors, une autre option, c'est d'utiliser le Resource Manager. Donc, le Resource Manager est une autre façon qui est dans le cloud Oracle pour créer des fichiers Terraform. Donc, à l'intérieur du cloud Oracle, il est possible il y a un programme donc, dans l'interface utilisateur
qui permet de gérer les fichiers Terraform. Pourquoi? Parce qu'en fait, lancer Terraform dans son shell, comme je viens de faire maintenant, ça va créer un fichier state file qu'il faut idéalement stocker à un endroit bien particulier et bien garder. Si c'est dans votre VM et que c'est juste pour vous, c'est un endroit parfait. Quand vous travaillez en groupe et dans une entreprise, et par exemple que vous séparez chacun des directories OCI Starter pour un groupe différent, des gens qui vont être responsables de Terraform, des gens qui vont être responsables de Java, etc., etc. Resource Manager est un endroit dans CI Starter qui va stocker les logs de la création de Terraform, stocker le fichier tfstate, et tout ça dans une interface utilisateur très propre qui est aussi utilisable via la ligne de commande. Et c'est exactement ce que fait ici OCI Starter. Donc tout va être infrastructure as code, même Resource Manager, mais ça vous permet aussi après de retourner dans Resource Manager pour voir tout ce qui s'est passé dans Terraform. Donc ça peut être assez pratique. Et voilà. Et alors, il y a aussi différents choix de machines virtuelles. Donc, ou bien vous pouvez choisir d'utiliser le JDK, donc Oracle JDK ou OpenJDK qui sont les mêmes aujourd'hui. Par défaut, c'est le JDK 17 qui est utilisé. Il y aura des sessions d'autres jours sur OpenJDK et GraalVM. Il est aussi possible de choisir GraalVM just in time, donc donc GraalVM qui compile vers de fichiers Java vers des fichiers classes. Mais il est aussi possible d'utiliser GraalVM native pour différents frameworks, donc Java, Elidon et Micronaut, où il va compiler l'application et aussi votre application Spring Boot Micronaut vers un exécutable qui aura un temps de réponse beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est les différents choix. Et donc dans le reste des sessions, je vais avoir un certain nombre, il va y avoir des sessions qui vont passer après moi, et donc par exemple Hotman juste après, qui va vous expliquer des tas de choses. Je vous conseille de regarder la liste des sessions qui ont été partagées avec vous, qui est, je pense, ici. Donc il va y avoir des tas de sessions qui vont parler de choses dont je viens de montrer maintenant. Hotman juste après va parler de cluster Kubernetes. Chez bien Christophe va parler de functions aujourd'hui avec serverless. Il y a une journée complète sur GraalVM et Java demain. Donc, il y a plusieurs sessions sur GraalVM où il va vous expliquer pourquoi c'est plus rapide, pourquoi ça utilise moins de mémoire, pourquoi ça démarre en quelques microsecondes quand c'est en version native. Il y aura une version avec Java native, Micronaut et GraalVM, donc c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Des sessions MySQL, des sessions base de données. Bon, j'ai pas le temps de vous montrer, c'était des choix qui étaient dans l'interface utilisateur aujourd'hui. Il y en a encore des tas d'autres super intéressantes. Il y a aussi une session ici avec ORDS, si vous voulez pas écrire de service REST et utiliser directement les services REST de votre base de données. Voilà. Et donc, il y a différentes technologies. Ici, donc, Hotman va montrer tout à l'heure. Je n'aurai pas le temps de vous montrer ce que fait GraalVM, mais si vous n'avez pas le temps d'aller dans les sessions GraalVM, retenez que GraalVM fonctionne plus vite que le JDK standard. Donc, il est entre 10 et 30% plus rapide que le JDK standard. Moi, personnellement, j'espère un jour qu'il remplacera donc la machine virtuelle du JDK qui est Hotspot, parce que bon, GraalVM fonctionne un peu mieux. Et la version, il y a deux façons d'utiliser GraalVM, une façon native, une façon just-in-time. La façon native démarre beaucoup plus vite que la version just-in-time et est directement beaucoup plus performante. Il est possible de combiner les deux, mais je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Et alors, donc, il y a plein d'autres exemples dans la minute qui me reste de la façon dont OCI Starter peut être utilisé. Évidemment, OCI Starter a été créé avec OCI Starter, mais aussi il y a d'autres exemples. Par exemple, ici, j'ai une application Apex qui permet de voir la liste des API qui sont disponibles à l'intérieur d'OCI. Ce que cette application Apex utilise, c'est le fait qu'Apex ou une base de données Autonomous peut avoir une identité et donc avoir un certain nombre de droits dans OCI pour découvrir ce qui se passe dedans. Et ici, en fait, il utilise OCI Starter pour créer un groupe d'applications qui contient 5 applications cloud native et ici des choses Oracle Integration Cloud. Un dernier exemple, c'est par exemple ici quelque chose qui paraît moins évident, c'est par exemple un programme d'intelligence artificielle où OCI Starter est utilisé comme framework pour créer toutes les choses via Terraform, etc. Mais en fait, là, il y a une vraie application Java qui tourne derrière, qui va en fait parser des documents Word, PDF, etc. Donc, qu'est-ce que cette application fait? En fait, on a un serveur FTP ou un object storage où il y a plein de documents dessus. Et en fait, si c'est un fichier Word, il va transformer ce fichier Word
en fichier texte et on va pouvoir le chercher via une interface Google ou style Google. Et si par exemple c'est une image, je vais être capable de reconnaître les pingouins dans l'image, du texte, de reconnaître le texte. Quand c'est une vidéo, de créer des sous-titres. Quand c'est de l'audio, reconnaître le texte dans l'audio. Il va y avoir des modèles custom dedans. Il y aura du large language modeling à l'intérieur pour faire de l'intelligence artificielle et pas simplement reconnaître les mots qui sont dans le texte, etc. Mais bon, voilà. C'est un autre exemple qui utilise aussi iStarter, mais ici, pas pour le programme qui se trouve dedans, mais pour utiliser le framework.